Bien, alors quand il y a des questions pédagogiques, éducatives, en fait, il y a deux aspects à voir. Et la plupart du temps, on en regarde un et on oublie l'autre. Il y a un aspect extérieur et un aspect intérieur. L'aspect extérieur, c'est donc un aspect, j'aimerais dire, extérieur à soi. Ce qui pose problème, c'est l'enfant. Donc c'est l'enfant. L'aspect extérieur, c'est vraiment qu'il y a un souci avec l'enfant, on ne sait pas comment faire. Et on va chercher des solutions, j'aimerais dire, à l'extérieur de soi. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des façons de faire qu'on va pouvoir aller trouver chez quelqu'un qui pourra nous donner des renseignements. L'histoire, c'est que quand on cherche des façons de faire ailleurs, c'est que ce sont forcément des façons de faire qui s'appliquent à des situations analogues et pas forcément à cette situation précise. Donc, quand on considère les problèmes éducatifs d'un point de vue extérieur comme on le fait en général, on reste général, on reste dans une approche symptomatique. On voit des symptômes, ça ressemble à d'autres symptômes. Vous savez, je parle comme un médecin, mais on voit des façons de faire de l'enfant, des manières, des problèmes génériques. On voit, tiens, l'enfant, il fait le bacon dans le supermarché. Il y en a d'autres qui l'ont fait aussi. Qu'est-ce qu'on a fait en général quand c'est arrivé ? C'est un symptôme. Vouloir éradiquer le symptôme, supprimer le symptôme pour que ça se passe enfin bien, c'est un petit peu comme abraser la pointe de l'iceberg. Quand vous aurez fait ça, l'iceberg il va changer de ligne de flottaison puis il va vous présenter une autre pointe. Il n'y aura pas grand-chose qui aura changé. Peut-être que ça aurait été efficace sur le moment, et puis tant mieux. Et d'ailleurs, si ça ne l'était pas, on ne chercherait pas conseil auprès d'autres personnes. Mais on n'aura peut-être pas touché le fond de l'affaire. Et puis il y a un aspect intérieur. L'aspect intérieur, c'est non pas quand on met l'enfant au centre, mais l'acteur de la situation au centre, c'est-à-dire l'éducateur. L'éducateur a un problème avec l'enfant. L'enfant a peut-être un problème, mais quand on va s'exprimer auprès d'amis, on va dire « j'ai vraiment un problème avec mon gamin ». J'ai un problème. Le sujet de la phrase, c'est « je ». Okay ? C'est-à-dire que l'enfant me met dans une situation qui me pousse à mes limites. Je ne sais plus comment faire. J'ai un empêchement, j'ai plus d'idées. Je suis démuni. Il me manque des ressources. Il me manque des façons de faire que j'ignore. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que je sais, tout ce qui vient donc du passé, de mon bagage, n'est pas efficient à ce moment-là. Et je vais rencontrer dans cette impuissance différentes choses qui vont s'exprimer intérieurement, comme de la peur en général, la peur de ne pas y arriver, ou la peur que ça finisse encore plus mal que ça n'a commencé, ou que sais-je, des doutes et des aversions qui peuvent être même, osons le mot, de la haine. Okay ? Donc on rencontre toutes sortes d'obstacles intérieurs qui se projettent sur la situation. On a peur et on imagine plein de choses, et plutôt que de voir l'enfant, on voit tout ce qui va arriver. On a justement une aversion profonde pour ce qui est en train de se passer peut-être, et on a juste envie, peut-être, ça peut arriver, de mettre le gamin loin, de ne plus le voir, ou je sais pas quoi, de allez, va voir ton père ou ta mère. Okay ? Donc on projette sur la situation ce que l'on vit intérieurement et on n'est pas disponible. C'est bien là notre problème. L'aspect intérieur éducatif, c'est qu'on rencontre des obstacles et on ne sait pas comment les traverser pour rencontrer l'enfant, la situation et ce qu'elle requiert. Si on pouvait traverser, justement, s'il y avait un moyen de traverser cette peur qui est là, ou cette haine, j'ose de nouveau le mot, ou ce doute, on pourrait rencontrer la situation dans ce qu'elle a d'unique, et non pas dans ce qu'elle a d'analogue avec d'autres situations qui ressemblent. Dans ce qu'elle a d'unique, c'est-à-dire que je pourrais vraiment rencontrer l'enfant, et donc agir d'une façon originale, inédite, cohérente avec ce qui est demandé, et non pas selon ce qui est dans le protocole de ce qu'on fait quand un enfant fait la même chose. Vous voyez la différence. Ça, quand on dit ça comme ça, on se dit « ouais, ça a l'air vachement bien, mais enfin, comment on fait ?» Parce que, vous êtes parents comme moi, et c'est bien que les théories, c'est joli, mais enfin, en pratique, on fait comment ? Je vais m'en tenir juste à la peur. Je vais m'en tenir à la peur. On pourrait prendre la haine, on pourrait prendre le doute, mais c'est quand même la peur qui est la plus fréquente, parce qu'en fait, d'elle émerge tout un tas de choses.
il y a donc, si on prend ce qui nous habite là, déjà la peur de ne pas y arriver. Je suis démuni et on imagine tout ce qui va se passer après. Donc il fait le bazar là dans le magasin, peut-être, allongé par terre, ou il ne veut pas manger sa soupe, ou que sais-je. Et on peut imaginer plein de choses. Imaginer même que le repas familial va être de nouveau perturbé, imaginer que sais-je. Je vous laisse imaginer des choses, vous savez faire tout seul. Ces peurs que l'on a sont des projections, n'est-ce pas ? Je ne vous apprendrai rien. Quand on a peur, c'est qu'on n'est en fait pas avec la situation. C'est pas tant, comment dire ça ? C'est pas tant parce qu'on a peur que l'on est pris dans autre chose, c'est plutôt parce qu'on n'arrive pas à rester avec ce qui est là qu'on a peur. Vous voyez la différence ? La peur, elle est secondaire à notre difficulté à être présent à l'enfant. La peur est un aveu de... Non, c'est pas un aveu. Est une expérience qui se fait quand on est débordé et qu'on n'arrive juste pas à être avec l'enfant. Alors, donc, ça veut dire qu'on pourrait peut-être éduquer, auto-éduquer, cette façon d'être avec l'enfant, de façon à, non pas à ne pas avoir peur, c'est pas ça, mais à la traverser, cette peur. On prendra des exemples concrets. J'avais donné cet exemple la fois précédente de ce qui se vit dans les sentiments et de notre instabilité dans la vie intérieure, ou par exemple, je ne sais pas moi, imaginons ça, imaginons un exemple concret, un petit enfant de 4 ans, on est dans un magasin, il y a des jouets, et puis avec des grands yeux larmoyants, le petit enfant voudrait vraiment ce jouet, puis on n'a pas du tout l'intention de l'acheter en fait, hein. Mais ça nous fend le cœur. Ça pourrait bien, ça ne fend pas le cœur de tout le monde, mais ça pourrait bien fendre le cœur. D'autant qu'il y a certaines expressions de visage qui sont... Ça nous fend le cœur. Et puis on a peut-être, même si on ne se l'avoue pas, écoutez un petit peu ce qui se passe dedans. Quand ça nous fend le cœur, c'est qu'on a comme peur de blesser l'enfant, on a comme peur de... Alors il y a des grands mots parfois, de traumatiser l'enfant juste parce qu'on n'a pas acheté la poupée, vous comprenez ? Mais il y a comme une crainte de faire du tort à l'enfant. Bien qu'on sache que non, il n'y a pas de raison que l'enfant soit le maître de nos choix quant à l'achat de la poupée. Cette peur-là, c'est en fait une difficulté de rester vers soi. C'est-à-dire qu'on est bien vers l'enfant, mais on a tellement débordé dedans qu'on est pris en sympathie avec ce qui se passe là, et on n'arrive pas à avoir la juste distance pour être touché par l'enfant qui voudrait se jouer, sans perdre sa place. Vous voyez ? Et cette bascule avait été décrite la semaine dernière entre sympathie, antipathie, c'est la même chose en fait. L'exercice qui permet de rester stable. Si un jour un de vos enfants vous fait le coup et que dans le magasin il commence à être larmoyant et à vous faire pitié pour avoir ce petit cadeau, remarquez en vous que les sentiments qui vous bousculent et qui donc vous projettent vers plus loin que maintenant, hein, qui vous projettent dans les conséquences, dans la peur de peut-être, je sais pas moi, que l'enfant m'en veuille peut-être, je sais pas, enfin, il y a tellement de choses, il y en a autant que de personnes, mais qui nous projettent dans quelque chose, a un corollaire, cette sympathie, donc souffrir avec, a un corollaire, c'est qu'en même temps on est vraiment énervé par le gamin. C'est que en même temps, on se trouve qu'il exagère quand même, ça aurait été plus simple que... Hein, il y a cette sympathie et en même temps il y a l'antipathie. C'est normal. Il n'y a pas de morale à mettre là-dedans, c'est normal, je vous l'affirme, pour ceux qui n'en sont pas sûrs, c'est normal d'avoir des moments où on n'aime pas nos enfants. Okay ? C'est entendu ça ? C'est complètement normal. Donc, si on arrive à vivre l'un et l'autre, j'aime cet enfant, là j'aime pas. Ou il me touche, non, là il me touche pas du tout. C'est ces choses qui sont polaires et qui sont normales parce que dans la vie intérieure,
il y a des oscillations comme ça qui sont naturelles. Si on arrive à vivre ces deux choses-là, j'aimerais dire à froid, il ne faut pas le faire pendant la crise, il ne faut pas le faire quand il y a un problème. C'est juste qu'on apprend à le vivre comme ça pour soi, toujours de nouveau. Alors on fait l'expérience de cette stabilité. C'est-à-dire qu'il y a comme une relation à l'enfant qui devient différente, et dans ces moments difficiles, dans ces moments qui pourraient être difficiles, il sera beaucoup plus simple de rester vers soi tout en étant vers l'enfant et donc d'agir d'une façon cohérente. On aura pris en considération l'aspect intérieur. On n'aura pas à chercher dans un bouquin que faire quand mon enfant pleure devant une poupée au magasin. Vous comprenez ? Ça n'empêche pas de lire ce bouquin, il est peut-être très intéressant, c'est pas ce que je dis. Mais les deux sont importants. Seuls les aspects extérieurs nous font fonctionner comme des... En fait, ça nous fait fonctionner. Quand on lit un livre de recettes, vous savez, pour la cuisine, on peut appliquer la recette à la lettre, mais enfin, on peut devenir artiste avec sa recette. Là, c'est pareil. On peut appliquer la recette à la lettre, avec la différence qu'un enfant n'est pas un gâteau. Et que la recette qu'on aura dans le livre ne marchera jamais exactement avec notre enfant. Mais si on connaît la recette, et qu'en même temps, on éduque, en l'occurrence là maintenant, cette stabilité, alors on pourra passer à travers la peur de blesser. Parce qu'on ne blesse pas en vrai. C'est une projection qui nous fait dire ça, ou qui nous fait ressentir ça, et qui nous fait agir ensuite d'une façon complètement incohérente. Est-ce que cet petit aspect pose question, demande complément? On parle souvent de faire des exercices d'équilibre dans des situations de crise, mais jusqu'à quel point cet exercice-là ne devrait pas aussi se faire dans des moments de pleine extase, où je suis en pamoison devant ce que mon enfant a fait. Si je suis capable de faire l'exercice à ce moment-là, ça va être plus facile, mais je vais être capable aussi de le faire au moment où j'ai l'action. Les deux sont possibles. C'est que on prend l'affaire par une polarité ou l'autre, enfin par un pan de la polarité ou par l'autre. Ce qui est important, c'est de mettre les deux ensemble. Et quand on est en pamoison devant un dessin d'enfant, pourquoi pas, et c'est magnifique. Simplement, il faudrait pouvoir vivre l'autre côté. C'est en fait les deux côtés qui sont comme un intervalle dans lequel on peut se tenir. Mais tout est possible. On connaîtra en fait les sentiments polaires qui nous habitent par rapport à l'enfant. J'ai répondu ? Oui, je pense que oui. C'est sûr que quand on balance comme ça dans notre vie intérieure, ce qui est bien naturel, c'est pas en soi un problème. Ça devient un problème quand on a à être acteur de la situation. Mais en soi, c'est pas un problème. Nous sommes habités par des sentiments, et du reste, cet exercice n'empêche pas de vivre des sentiments du tout. Au contraire, j'aimerais dire, parce que quand on est stable, les sentiments peuvent être beaucoup plus amples, mais ne nous bousculent pas pour autant. Quand on n'est pas stable, on va se crisper. On va se crisper pour pas trop souffrir nous-mêmes. Parce que quand on voit l'enfant pleurer, à la limite, on pourrait pleurer avec, vous voyez, c'est ce que je veux dire, ou se sentir mal avec. Donc on va tout faire pour rationaliser, pour bien monter dans la tête, là, pour juste pas trop ressentir tout ça. On va se raisonner. Donc quand on n'est pas stable, on vit moins de sentiments que quand on est stable. Et donc cette façon naturelle d'être en lien par le sentiment peut se vivre dans une espèce de quête effrénée de sympathie permanente, où tout est magnifique, etc. Et on se fait des bisous et des bisous et des bisous. En soi, c'est pas un problème de faire des bisous. Mais quand c'est pour nourrir l'éducateur qui a besoin de cette sympathie pour surtout pas vivre l'autre côté, je vous promets que le retour de balancier va se faire à un moment ou à un autre. C'est normal. On ne peut pas être en sympathie permanente. Du reste, avec notre conjoint, c'est pareil. Avec nos amis, c'est pareil. Avec nos collègues, c'est pareil. C'est humain. Donc, l'exercice que je vous propose, et qui a été essayé, expérimenté, est comme une hygiène à se donner. C'est comme, je le disais, je crois, la semaine dernière, c'est comme apprendre à marcher sur le câble du funambule. Tout le monde peut y arriver, pourvu qu'on a deux jambes, on peut tous arriver à être à peu près en équilibre sur un câble, simplement ça prend le temps que ça prend. Mais plus on le fait, plus c'est simple.
Donc, si on fait cet exercice d'attention aux sentiments, ça devient de plus en plus simple dans les moments de crise d'y retourner, d'être à cet endroit où l'on peut être en cohérence avec ce que la situation demande. Une autre peur, c'est la peur d'être un mauvais parent. Il y a 4 peurs fondamentales, mais ça c'est une deuxième peur, la peur d'être un mauvais parent. Donc c'est un jugement de valeur qu'on porte sur ce qu'on fait. Comment dire ? Les peurs appartiennent au décor de notre vie. C'est-à-dire que les peurs, je le dis comme ça, nous déterminent d'abord. Une peur nous détermine puisqu'elle fait tout, si je la personnifie, je dirais, elle fait tout pour être calmée. Elle fait tout pour nous faire quelque chose qui la calme, quand on a peur. C'est-à-dire que la peur va nous pousser à faire certaines choses. Dans notre histoire, dans ce que l'on aura vécu comme enfant, cette peur, pas forcément vécue très consciemment, nous aura poussé à faire des choses qui c'est pas tout négatif. Je ne suis pas en train de parler de choses négatives ou positives. Que nous fait faire la peur ? La peur, elle nous fait chercher des choses qui nous rassurent. J'ouvre de grandes portes ouvertes. Elle nous fait chercher des choses qui nous rassurent, c'est-à-dire que par la peur, à cet endroit-là, on va chercher quelque chose qui donne du sens à ce que l'on fait dans ce cas-là. Si je suis un mauvais parent, je vais chercher à renforcer ou à renforcer l'estime que j'ai pour les actes que je pose. D'une façon ou d'une autre, je vais chercher un ami, lui parler un peu, qui me dise « mais oui, me rassurer, mais oui, ça va, tu es une bonne mère, tu es un bon père ». On va essayer de se renforcer ou alors de se mettre en lien avec des gens qui ont une bonne valeur pédagogique et d'essayer de faire pareil. Donc on va soit chercher à renforcer les sentiments de valeur de ce qu'on fait dans la relation ou imiter carrément, ou imiter un maître à penser, un modèle, etc. On va faire tout un tas de choses. Bon. Alors, c'est très bien, heureusement que c'est possible, d'ailleurs. Mais c'est un peu la même affaire que tout à l'heure avec la stabilité, sauf qu'on n'est pas dans le même domaine. Ce n'est pas un problème de sentiment où je m'ouvre et je me ferme, c'est plutôt un problème de comment je m'ouvre à la vie et à toutes les possibilités. Vous savez, la peur d'être un mauvais parent, c'est la peur que les actes que l'on fait soient délétères. C'est que ce qu'on va faire va poser problème plus tard. C'est que ce qu'on fait ne sera pas assez bon pour que l'enfant devienne lui-même assez bon. Vous voyez ? C'est donc pas en rapport avec les sentiments, c'est en rapport avec la vie, avec le destin, on va dire, avec l'évolution des choses, ce que la vie propose. Comment est-ce que sera cet enfant dans 3 ans si je suis un si mauvais parent ? Vous voyez ? Donc en fait, c'est un rapport à la vie et pas un rapport au sentiment. Et la vie, avec un grand V, dedans il y a des mauvais moments et puis il y a des bons moments. Ok ? Ce qui fait que nous-mêmes dans notre vie, on peut se demander parfois, mais on pourrait se poser la question, est-ce que j'ai confiance en la vie ? C'est-à-dire, est-ce que j'arrive à accueillir tout ce qui est possible ? Est-ce que j'arrive à m'ouvrir à toutes les possibilités ou est-ce que j'espère que ça ira dans ce sens-là et surtout pas dans celui-là ? C'est ça, en fait. Le rapport à la vie est très particulier. Quand on n'est pas présent, comme en général tout le temps, alors on se projette dans des espoirs. On a l'espoir que. J'ai l'espoir que ce que je fais serve à quelque chose déjà. Et puis, j'espère que malgré tout ce que je fais de mal, mon enfant ira quand même bien. Vous voyez, on se projette vers un mieux plus tard. L'Église a connu ça avec la promesse du paradis, le Parti communiste avec la lutte finale, c'est plutôt la main gauche. C'est l'espoir d'un mieux. Mais c'est passif. Quand on espère, en fait, on attend un truc précis, mais passivement, on ne peut rien y faire. On attend et on espère. Vous voyez ? C'est entre nous soit dit comme le fatalisme. Le fatalisme, c'est que j'attends un truc précis qui ne va pas bien, et passivement aussi. Donc j'attends passivement un truc précis.
quand je ne suis pas présent. Si j'étais présent à ce qui se passe maintenant avec mon enfant, moi en tant qu'éducateur, je pourrais, en théorie, on va voir comment c'est en pratique, en théorie, je pourrais donc activement attendre tous les possibles, rien de particulier. Je serai là, activement, à être prêt à tout ce qui peut arriver. Et si je suis prêt à tout ce qui peut arriver, tous les possibles, c'est qu'en fait, c'est pas classé selon des critères de c'est bien, c'est mal, c'est que tout est en ordre. Je pourrais attendre activement tout ce qui peut arriver et tout serait en ordre. Si vraiment j'étais là, à cet endroit-là, en moi, alors je pourrais vraiment vivre que la vie est bonne, quoi qu'il en soit. Parfois bizarre à se dire ça, quand on voit parfois ce qui arrive, n'est-ce pas? Et pourtant, quand on est à cet endroit-là, ce qui s'appelle la confiance, à ne pas confondre avec l'espoir, quand on est vraiment à cet endroit-là, alors la vie est bonne. C'est-à-dire que ce qui peut paraître être mauvais, un mauvais moment, un mauvais événement, est en fait un événement qui, on ne sait pas pourquoi, mais peut très bien être un cadeau, on va savoir. Lisez un livre de Jacques Lucéran. Jacques Lucéran était un résistant français, aveugle, il est devenu aveugle à 8 ans. Et il a été pendant la Deuxième Guerre mondiale un résistant. Il s'est fait emprisonner par la Gestapo et déporté à Buchenwald en Allemagne en tant qu'aveugle. Et il a réussi à vivre dans le camp de Buchenwald comme aveugle et à en sortir vivant. Et il raconte dans plusieurs écrits qu'il y a un contexte extérieur. On peut le juger. C'est pas franchement les colonies de vacances, Buchenwald, vous comprenez, donc on peut le juger comme étant mauvais. Okay? Mais il y a ce contexte intérieur de confiance. Est-ce que je suis disponible à la vie comme elle se présente? Est-ce que je peux accueillir vraiment tout ce qui se présente sans justement classer ça en bon et mauvais, c'est-à-dire être disponible? Parce que si je classe ça en bon et mauvais, je ne suis déjà plus disponible. Et si je ne suis plus disponible, je ne suis plus acteur de ma vie. Si je ne suis plus acteur à Buchenwald, je suis mort. Ok? Alors, il y a des bons moments, il y a des mauvais moments. Ou alors, pour un autre critère, il y a une sensation d'être un bon parent ou d'être un mauvais parent. Et il y a forcément les deux. Quand on a des doutes sur sa capacité d'être un bon parent, dans certains moments, forcément qu'à d'autres moments, on se sent un bon parent. C'est forcé, c'est comme pour les sentiments, c'est polaire. Donc, un exercice qui, lui, a à voir avec la confiance, pourrait être « je suis un mauvais parent », et je le vis, mais profondément, je suis un mauvais parent. Et c'est pas juste là que ça se passe, c'est que je le vis profondément. Ok ? Si c'est notre affaire, parce que tout le monde ne vit pas ça comme ça. Et puis dans un deuxième temps, et ça n'a pas besoin d'être long, le premier, c'est le temps de le vivre, 1 minute peut-être. Et dans un deuxième temps, je suis un bon parent. On ne dit pas ça pour se convaincre que l'autre n'était pas vrai. C'est juste qu'à certains moments, on sait bien qu'on est un bon parent. Et donc c'est une autre expérience. Et on vit cette autre expérience pleinement. Du reste, d'un côté comme de l'autre, tout n'est pas noir et blanc. Ça peut être très différencié ce qui se vit des deux côtés, mais ce n'est pas la même chose. Et quand on a vécu ces deux choses, de la même façon, on les laisse résonner ensemble. C'est-à-dire qu'on met toute son attention à ne pas les pondérer, les mettre en compétition, dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, ou je ne sais pas quoi, ou qu'il y en a un qui est là pour nous rassurer que l'autre n'y est plus. C'est pas ça, C'est que les deux sont là complètement. Et étant là complètement, on fait l'expérience en fait que les choses sont en ordre. Il y a d'autres peurs, mais c'est comment dire, le fait de faire ça. Mais chaque jour, ça prend quoi? 3 minutes. Et vous avez un exercice pour le matin, pour le soir. Faites ça pendant 6 semaines, 8 semaines, 6 mois. Mais vous allez voir, comment dire, je ne peux pas vous promettre le Pérou, mais c'est évident pour moi que si vous faites ça avec comment dire, sérieux, on ne comprend pas forcément cet adjectif, ce mot, pardon, mais avec attention, si vous faites ça comme ça, vous allez remarquer que votre rapport à la vie, à votre enfant et à l'éducation va changer, mais radicalement. Vraiment radicalement.
Si ce n'est pas le cas, vous m'appelez. Peur que notre enfant souffre. Tu sais, notre enfant arrive à la maison, moi j'en ai des grands, vit, traverse quelque chose, un défi, il souffre, on n'a pas envie qu'il souffre. Donc, quand on est petit, qu'on entend l'histoire, ils reviennent de la maison, ou des fois ils n'ont juste pas envie d'aller à l'école, ou à l'école c'est difficile, ou avec des amis c'est difficile. Donc il y a de la souffrance qui est derrière ça. Dans le fond, on pourrait mettre cet exercice-là, c'est comme une ordre de sympathie antipathique. C'est le premier exercice, c'est la souffrance de l'autre. En fait, comprenez bien que la stabilité intérieure ne rend pas insensible à la souffrance de l'autre. J'aimerais dire au contraire. C'est-à-dire que quand quelqu'un souffre, par exemple quand un médecin aussi voit un patient souffrir, ou quand on voit un proche qui va mal, un ami qui va mal, ou un enfant qui va mal, naturellement, je ne sais pas quel mot dire, on entre en résonance avec. En fait, la sympathie fait qu'on se met tellement à la place de l'autre que l'on va souffrir avec. La sympathie, c'est ça que ça veut dire. Hein. Patein, sympatein, souffrir avec. Et si on regarde un petit peu, les thérapeutes, ils sont en général assez sensibles. En fait, on va tout faire pour que l'autre aille bien de façon à ce qu'on ne souffre pas. C'est intolérable de voir quelqu'un souffrir. Alors on va se donner toutes les bonnes raisons du monde de vouloir aider pour que la personne ne souffre pas, mais en vrai, c'est pour ne pas souffrir qu'on fait ça. Naturellement, j'entends. Hein. Surnaturellement, on pourrait dire, en fait, on peut très bien être avec la personne qui souffre, être profondément touché par cette souffrance, mais ne pas être pris avec la souffrance, c'est-à-dire ne pas être altéré par elle. On peut profondément sentir cette souffrance, la vivre, sans être altéré par elle. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, si la personne pleure, on ne va pas pleurer avec. Ça ne veut pas dire qu'on est froid. Ça veut juste dire qu'on n'est pas complètement chaviré par ça. Et donc, on est disponible pour aider à ce moment-là. Parce que je vous promets qu'un thérapeute qui pleure avec le patient, ça aide pas. Et si maman ou papa pleure avec l'enfant qui pleure, ça ne va pas l'aider non plus. Mais, je le répète, ça ne veut pas dire qu'on se blinde. Se blinder, c'est ce qu'on fait quand on n'est pas stable. Quand on n'est pas stable intérieurement, on va se stabiliser. C'est-à-dire qu'on va chercher une stabilité que l'on n'a pas en analysant. Et en analysant, on va mettre un paravent sur les sentiments qui font mal pour ne plus les ressentir. Mais si on est stable avec l'exercice dont je parlais au début, c'est-à-dire qu'on l'a exercé, hein, eh ben, on n'a pas besoin de se stabiliser en réfléchissant à des trucs, et du coup, les sentiments ont la place d'être. Et là, on arrive dans une réelle compassion. C'est plus de la sympathie, c'est de la compassion. Et la compassion n'est pas altérante. On n'est pas altéré par la compassion. On peut agir. Alors, il y a la peur en lien avec le monde intérieur, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est comment je m'ouvre et comment je me ferme. En fait, c'est la peur d'être blessé dedans. Ou la peur que l'autre soit blessé, ça revient au même, en fait. C'est en miroir. On pourrait décliner ça avec plein d'affaires. Hein. Ça peut être la peur d'un truc qui, dedans, existe, comme certains auront des peurs très très spécifiques, comme la peur d'être malade, d'avoir des maladies. Hein. Mais c'est d'abord, en grand, la peur d'être blessé dedans. Ou que l'autre soit blessé dedans. La peur du monde intérieur, on va dire. Et puis, il y a la peur du monde extérieur. La peur du monde extérieur, c'est d'être envahi par plein de petits trucs extérieurs qu'on n'arrive pas à gérer. Donc ça a à voir avec les perceptions que l'on a du monde extérieur. On est comme envahi par le monde extérieur, qui est un chaos, qu'il faudrait mettre en ordre. Alors on a un exemple très très facile avec ce qu'on vit aujourd'hui, dans cette magnifique affaire, qui nous occupe, où il faudrait désinfecter tout pour que les petits virus s'en aillent. C'est la peur du monde extérieur, ça. La peur que nos parents ne meurent, ça c'est la peur du monde intérieur, enfin aussi, la peur qu'ils souffrent, qu'ils soient malades, voilà, c'est la première. Et puis la peur de tous ces machins qu'il faut désinfecter, c'est la peur du monde extérieur. Et puis les deux autres peurs, c'est la peur de la mort et la peur de la vie. La peur de la mort, c'est la peur d'être terrassé par quelque chose, c'est la fin de quelque chose,
C'est donc je suis impuissant par rapport à quelque chose qui me terrasse, que ce soit la peur du tigre, du loup, de n'importe quoi, ou du même machin viral qui pourrait me tuer ou tuer quelqu'un d'autre, ou la peur de la fin de mon entreprise. C'est vraiment la fin, c'est la fin des choses. Tandis que donc ça a à voir avec l'impuissance, la puissance et l'impuissance. Ça serait ça un exercice. Je me sens puissant, je me sens impuissant. Je me sens fort, je me sens faible. Je me sens à la hauteur, je me sens pas à la hauteur. Et la peur de la vie, c'est la peur de ce qui vient. C'est la peur que les bons moments ne durent pas. C'est la peur qu'il y ait des mauvais moments. C'est la peur d'un après. Ouais, après, on sera, je sais pas moi, il y aura une dictature, ou je sais pas quoi. C'est la peur d'après. C'est la peur du futur, la peur de la vie. Et il y a une différence fondamentale entre le futur et l'avenir. Le futur n'est qu'une projection. Le futur, en fait, c'est du passé. Vous comprenez ? Il s'est passé des choses que je sais et je prolonge les choses. Il y a une cause qui entraîne des effets. Ces effets sont des causes de prochains effets. Et je pense à après. Et je vois se déployer tout un cinéma. Ça, c'est le futur. C'est quelque chose de prévisible. Le futur est, par nature, prévisible. On va le dire autrement, ce qui est prévisible plus tard, c'est le futur. Hein, on parle des futurs époux. C'est prévisible qu'ils se marient parce qu'ils ont écrit leur nom sur les bons matrimoniaux. L'avenir, c'est ce qui se présente à nous, ça advient, ça vient à nous. C'est pas dans le même sens. C'est donc quelque chose qui ne suit pas la logique des causes à effet. Ça vient vers nous. Ça vient d'après. C'est comme s'il y avait un courant du temps qui vient à nous. Et c'est important de voir que quand on est présent, en fait, on s'ouvre à ça. Quand on n'est pas présent, on est projeté vers plus loin, dans toutes nos peurs, mais quand on est présent, on est en train de s'ouvrir à des choses qui adviennent. Et ce qui advient, c'est nous-mêmes à nous-mêmes. C'est de nouvelles ressources que l'on n'avait pas. Ou c'est ce qui permet d'offrir à l'enfant le cadre dans lequel il advient à lui-même. Un enfant n'est pas juste quelque chose qui, depuis le passé, évolue vers sa mort. Ça, ce serait de regarder le côté futur, où tout est prévisible, je le disais tout à l'heure. Un enfant qui ne serait que le produit de sa génétique, de son milieu, de son contexte, tout ça, serait une petite machine. Tout est prévisible. Bah ouais, vous avez tel gène, là, donc à 53 ans, vous aurez un cancer du sein. Ok. C'est ce vers quoi la médecine aimerait bien aller, de prévoir. Tout ce qu'on peut prévoir, en fait, est ce qui vient du passé. Et puis c'est bien de pouvoir prévoir des choses, parce que voilà, on peut prévoir que si on laisse le gâteau trop longtemps dans le four, il va cramer. Enfin, c'est normal, on prévoit des choses. Mais ce qui est unique, ce qui est imprévisible, ce qui est original, ce qui est unique, est imprévisible, parce que c'est unique. Un enfant, dans ce qu'il a d'unique, est imprévisible. On ne sait pas ce que cet enfant, à travers toutes les épreuves qu'il vit, fera plus tard. On ne sait pas. On peut prévoir que les épreuves vont altérer sa vie. On peut le prévoir, ça c'est le futur. Mais il y a bien des gens qui ont eu des enfances catastrophiques et qui peuvent dire bien plus tard, en se retournant sur leur vie, en fait, en traversant tout ça, je suis devenu qui je suis. Et j'ai pu cueillir des cadeaux de ça. Oui, il y a ces deux aspects. Donc la confiance à avoir, c'était la peur de la vie, la confiance est dans l'accueil de tous ces possibles et qu'en fait, tout ce qui se passe de dramatique n'a pas forcément une conséquence future, tragique, parce que de l'avenir, des ressources s'en viennent que l'on ne peut pas prévoir.